Quand on s'intéresse au vocabulaire de la diplomatie, on comprend vite que chaque mot compte. Alors quand un nouveau terme surgit et bouscule les codes établis, ça ne passe pas inaperçu. C'est ce qui s'est passé en 2014, quand Margot Wallström, alors ministre des Affaires étrangères suédoise, invente le concept de diplomatie féministe. Une expression qui m'a tout de suite intriguée. Est-ce que ça veut dire qu'on donne plus de place aux femmes dans les relations internationales ? Et concrètement, qu'est-ce que ça change ? Moi, c'est Marianne, alternante au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous écoutez Les mots, une série du podcast Source diplomatique, qui vous entraîne dans les coulisses des relations internationales. À chaque épisode, je pars à la rencontre d'agents et agentes qui m'aident à décrypter le langage si particulier de la diplomatie. J'ai eu l'immense honneur de poser toutes mes questions à la personne la mieux placée pour y répondre. Delphino, ambassadrice et autrice du livre « La diplomatie féministe est un sport de combat ». Pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, j'ai commencé par la question la plus simple. C'est quoi la diplomatie féministe ? C'est la grande question, effectivement. Je crois que chacun et chacune a sa propre définition d'une diplomatie féministe. Il n'y a pas encore beaucoup de recherches universitaires ou beaucoup de livres sur le sujet. Pour moi, la diplomatie féministe, c'est faire des droits des femmes et de l'égalité de genre une priorité absolue de notre politique extérieure. C'est-à-dire, quel que soit le terrain où nous intervenons, quel que soit le conflit où nous sommes impliqués ou que nous essayons de résoudre, quel que soit le pays avec lequel nous discutons ou l'enceinte multilatérale dans laquelle nous agissons, il faut que les droits des femmes et des filles soient constamment une priorité. La deuxième chose, c'est faire en sorte que dans tous les aspects de notre diplomatie, c'est-à-dire notre diplomatie de sécurité, notre diplomatie économique, notre diplomatie culturelle, notre diplomatie climatique et environnementale, notre diplomatie d'influence, etc., on prenne en compte à chaque fois la perspective de genre. C'est-à-dire on prenne en compte l'impact disproportionné que va avoir notre diplomatie sur les femmes et les filles par rapport aux hommes. Bon, je vous ai un peu teasé l'histoire des origines du concept en introduction, alors autant laisser Delphino vous la raconter comme il se doit. Elle la connaît par cœur, et surtout, elle sait la raconter comme personne. Alors il faut savoir qu'à l'époque, le gouvernement suédois, dans son entièreté, qui était social-démocrate, s'était lui-même défini comme féministe. Le Premier ministre avait déclaré que son gouvernement, tous les ministres, étaient féministes. Et Margot Wallström, qui était donc une diplomate suédoise, qui avait eu beaucoup de responsabilités à l'ONU, et notamment qui avait été représentante du secrétaire général de l'ONU pour les violences sexuelles dans les conflits, donc qui connaissait quand même très bien ce sujet, avait été nommée ministre des Affaires étrangères. Et donc elle a poussé pour l'adoption d'une Feminist Foreign Policy, d'une diplomatie féministe. Et à l'époque, je n'y étais pas, mais c'est ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on m'a raconté, beaucoup de gens se sont moqués d'elle. Et d'ailleurs, elle a dit, au début, ils se moquent, ensuite, ils vous critiquent, et après, ils vous envient. Ce qui est, à mon avis, une bonne définition d'une politique réussie et souvent, en réalité, progressiste, c'est-à-dire un peu en avance sur son temps. Et donc, il y avait eu plein de critiques, plein de commentaires, de questions. Qu'est-ce que c'est que cette diplomatie féministe ? Est-ce que ça veut dire que maintenant, les diplomates ne seront que des femmes ? On va exclure tous les hommes ? Est-ce que c'est une diplomatie que pour les femmes ? Pas du tout, c'est pas une diplomatie que par les femmes, ni que pour les femmes. Mais il était quand même temps qu'on fasse aussi une diplomatie pour les femmes, parce que, par défaut, pendant longtemps, la diplomatie était uniquement pour les hommes, de même que toutes les politiques publiques. Ça n'a pas été très simple, elle a dû parfois faire des compromis, mais comme toute diplomate. Mais je crois qu'elle a planté une petite graine qui s'est épanouie depuis, puisque une douzaine de pays ont adopté cette diplomatie féministe. Et contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas que des pays occidentaux. Les premiers ont été des pays occidentaux, donc la Suède, le Canada, la France, le Luxembourg, mais très rapidement, des pays du Sud ont aussi adopté ce concept. Le Mexique, la même année que la France, en 2019, puis la Colombie, l'Argentine, le Chili, et vous avez aujourd'hui des pays qui n'ont pas encore officiellement mis en place leur diplomatie féministe, mais qui ont déclaré de manière publique et gouvernementale vouloir adopter ce concept et vouloir le mettre en œuvre. Je pense au Libéria, en Afrique, je pense à la Mongolie, en Asie, et voilà, d'autres pays également sont intéressés. Pour accomplir ces objectifs, la Suède a proposé une formule simple et efficace. 3 piliers sur lesquels fonder une diplomatie féministe. Le droit,
les ressources et la représentation. Une base solide reprise depuis par la douzaine de pays engagés à leur tour dans cette démarche. Tout d'abord, ça semble une évidence, il faut que les femmes et les filles dans le monde entier aient accès intégralement à tous les droits, simplement les mêmes droits que les hommes. Les droits fondamentaux, ça peut paraître une évidence quand on est français ou française, mais ça n'est pas le cas dans encore de très nombreux pays. Alors d'abord, il y a le droit dans la loi, c'est-à-dire qu'il y a de très nombreux pays, par exemple, où les femmes n'ont pas le droit d'hériter autant que les hommes, les femmes n'ont pas accès à la terre, n'ont pas le droit à la propriété, n'ont pas le droit à ouvrir un compte en banque, n'ont pas le droit à être chef d'entreprise, n'ont pas le droit parfois d'être en politique, n'ont pas le droit d'être dans l'armée, etc., etc. Et puis il y a l'effectivité des droits. Parce que, par exemple, en France, on a aussi le droit à vivre une vie sans violence. Pourtant, une femme meurt tous les 3 jours, encore sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. Partout dans le monde, les femmes sont confrontées à la violence. En 2023, 85 000 féminicides ont été commis dans le monde. Autrement dit, une femme ou une fille est tuée toutes les 10 minutes en raison de son genre. Une femme sur 3 souffre de violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. Les femmes handicapées ont 2 à 3 fois plus de risques d'être victimes de violences, qu'elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques. D'après le rapport 2023 du Programme des Nations Unies pour le développement, plus d'un quart de la population mondiale pense qu'il est justifié qu'un homme batte sa femme. Ensuite, il y a la représentation. Quand on parle de représentation, on parle bien sûr de la représentation des femmes dans la diplomatie, et on pourra en parler plus tard, mais surtout la représentation des femmes dans tous les postes à responsabilité et les postes de pouvoir. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a encore qu'environ 25% de femmes qui sont parlementaires dans le monde, un quart seulement des parlements. Je crois 13 ou 15% des femmes qui sont chefs d'État ou de gouvernement. En France, vous avez une femme qui est PDG dans le CAC 40. Donc, très clairement, la représentation des femmes n'est pas égale à celle des hommes dans les cercles de pouvoir, qu'ils soient économiques, sociaux, politiques, etc. Et enfin, les ressources, ça veut dire quoi ? C'est l'argent. Il faut soutenir financièrement, il faut financer des initiatives, il faut financer les associations féministes, il faut aussi financer notre corps diplomatique. Il faut faire en sorte que nous ayons suffisamment d'effectifs au sein de chaque ministère qui mène cette diplomatie féministe. Et puis, parfois, on rajoute un 4e R pour reality, la réalité. Ça veut dire aussi, avec ces 3 R, prendre en compte la réalité du terrain. Évidemment, on me pose souvent la question, est-ce que vous pouvez mener une diplomatie féministe en Arabie Saoudite de la même manière que vous le faites en Espagne ? Évidemment, ce n'est pas la même diplomatie féministe, mais de même que nos relations diplomatiques ne sont pas de la même nature. Donc, il faut prendre en compte la réalité du terrain, ce qui ne veut pas dire, pour autant, renoncer à nos valeurs et à la défense des droits. Nous défendons les mêmes droits pour les mêmes femmes partout dans le monde. Ce sont des droits qui sont inscrits, encore une fois, dans les textes internationaux. Certains ne le sont pas, par exemple le droit à l'avortement. Il n'est reconnu dans aucun texte international, de l'ONU ou voire même européen. Cela ne nous empêche pas de promouvoir le droit à l'avortement dans des pays où il est encore illégal aujourd'hui. Droit, représentation, ressources. Voilà les 3 grands objectifs d'une diplomatie féministe. Après, à chaque pays d'adapter la recette à sa propre réalité. En France, ça s'est concrétisé cette année, en 2025, avec la publication d'une stratégie internationale qui fixe les priorités jusqu'en 2030. La stratégie, c'est d'abord de réaffirmer nos priorités historiques. On ne réinvente pas tout. La défense des droits et santé sexuelle et reproductifs, la lutte contre tous les types de violences, y compris plus récemment les cyberviolences sexistes et sexuelles, la promotion de l'égalité économique entre les femmes et les hommes. La deuxième priorité, c'est d'utiliser toutes les enceintes multilatérales pour promouvoir cette diplomatie féministe. Je pense à l'ONU, mais je pense aussi évidemment à l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, des formats comme le G7, le G20, l'OCDE, etc., etc. Aussi parce que ce sont dans ces enceintes que ces droits sont systématiquement attaqués. Il faut aussi s'attaquer aux grands défis contemporains, et nous pensons notamment
à la lutte contre le changement climatique, absolument incontournable, et au respect des droits humains dans l'espace numérique. Et donc dans ces deux thématiques, la défense des droits des femmes, elle a une signification très importante. Les femmes sont impactées de façon totalement disproportionnée par rapport aux hommes par le changement climatique. Elles sont les premières en charge soit de l'agriculture, soit de l'océan, etc. Ce sont les premières qui sont impactées par les catastrophes climatiques, les tsunamis, le dessèchement des terres, la désertification, etc. Et puis ce sont les premières souvent à d'ailleurs réinventer de nouveaux moyens de lutter contre ce changement climatique plus respectueux de la Terre et de la planète. Et puis les droits dans l'espace numérique, on a lancé par exemple le Laboratoire pour les droits des femmes en ligne. C'est la première plateforme d'échange mondiale pour lutter contre les cyberviolences, où on a fait venir à la fois des États, des organisations internationales, des associations spécialisées contre les cyberviolences qui viennent en aide aux victimes, et aussi des plateformes de la tech qui doivent mieux réguler, mieux supprimer les contenus haineux. Et puis enfin, il faut aussi mettre l'accent sur le soutien aux femmes et aux filles et la protection des femmes et des filles dans les crises et les conflits. Malheureusement, les femmes et les filles sont toujours les premières victimes. Et donc dans le contexte de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, il faut continuer à la fois à protéger ces femmes et ces filles, leur faire justice, leur apporter des réparations et s'assurer aussi que les femmes soient assises à la table des négociations. La guerre en Ukraine, c'est le premier conflit à revenir sur le sol européen. Et lorsque ce conflit éclate il y a quelques années, évidemment, le ministère des Affaires étrangères se mobilise pour apporter une aide humanitaire. En même temps qu'il y a des négociations diplomatiques avec la Russie, l'Ukraine, etc. Et lorsque on réfléchit à un package d'aide humanitaire, il faut bien penser que les femmes n'ont pas les mêmes besoins que les hommes, pour des raisons physiologiques, mais aussi, entre autres, parce qu'une femme, au moment où la guerre éclate, peut, par exemple, avoir été victime de violences sexuelles. Les hommes le sont aussi, mais à des proportions moins importantes. Elle peut être seule, rester seule, puisque leur mari est parti au front. Elle peut être enceinte, c'est une condition physiologique. Elle peut venir juste d'avoir accouché, donc avoir un bébé en bas âge. Il faut penser que cette aide-là, c'est pas la même. Une femme qui allaite, elle n'a pas les mêmes besoins nutritionnels qu'un homme qui n'allaite pas, évidemment. Et puis, il y avait aussi la question de l'accès à l'avortement et de l'accès aux réparations gynécologiques pour des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. Ça, c'est un sujet qui, quelque part, heureusement et en même temps malheureusement, est devenu bien connu aujourd'hui du grand public. Le fait que dans tout conflit, toute crise, qu'elle soit interne ou internationale, il y a toujours des victimes de violences sexuelles. Et on sait qu'il y a des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles, soit par les soldats russes, soit dans le cadre de la guerre, ou simplement des femmes qui avaient besoin d'avorter. Et que peuvent faire ces femmes lorsqu'elles se retrouvent, par exemple, en Pologne, à l'époque où l'avortement est quasiment totalement interdit ? À ce moment-là, que fait la diplomatie féministe française ? C'est de réfléchir à leurs besoins, d'aller à leur rencontre via notre ambassade en Pologne, via notre ambassade en Ukraine, et par exemple, aller soutenir des associations sur le terrain qui peuvent délivrer des pilules de lendemain, des moyens contraceptifs, y compris les envoyer par la poste. Ce à quoi on ne penserait pas aujourd'hui quand on est une femme en France, mais quand on ne peut pas les délivrer directement, pas quand c'est pas accessible en pharmacie, il y a des réseaux qui sont organisés, et la France, elle, va soutenir ces réseaux-là, ces associations de terrain. It is a myth that rape is an inevitable part of conflict. There is nothing inevitable about it. C'est un choix d'arrêter ou non la violence à l'égard des femmes, de créer ou non une masculinité positive qui promeut l'égalité des sexes en temps de paix comme en temps de guerre. And no country can ever truly flourish if it stifles the potential of its women. Oui, ensemble, nous pouvons mettre un terme à la violence envers les femmes. On a parlé de la guerre en Ukraine, mais on pourrait aussi citer le Yémen, le Congo ou bien d'autres. Chaque conflit s'accompagne de violences sexistes et sexuelles. Comme le rappelle Delfino, la meilleure façon d'agir, c'est de soutenir celles et ceux qui sont déjà mobilisés sur le terrain, et ce pour n'importe quel aspect de la diplomatie féministe. C'est justement pour ça que la France a lancé en 2020 le Fonds de soutien aux organisations féministes. Ce fonds de soutien, il part d'un constat très simple et en fait de remarques que nous faisaient les associations féministes des pays du Sud. Elles nous disaient qu'elles ne recevaient quasiment
pas d'argent, pas de subvention de la part des grandes organisations multilatérales, des agences de l'ONU, etc. Et donc la France a décidé de créer ce fonds où on va financer directement des petites assos féministes de terrain un peu partout dans le monde, en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient. Et donc en 5 ans, la France est devenue le premier financeur, le premier bailleur mondial d'organisations féministes internationales dans le Sud. C'est-à-dire qu'en 5 ans, on a financé pour plus de 250 millions d'euros, 1400 organisations dans 75 pays. Et ça, c'est essentiel. Pourquoi est-ce qu'il faut financer des associations féministes ? Aujourd'hui, elles sont le premier rempart contre le backlash conservateur. On voit ce qui se passe aujourd'hui avec la politique américaine, mais d'autres pays qui adoptent des politiques très régressives, très réactionnaires en matière de droits des femmes et des filles, qui vont jusqu'à nier en fait les inégalités de genre. Et ces associations féministes, elles délivrent les services absolument essentiels, souvent carrément à la survie des femmes sur le terrain. La France ne se contente pas de financer des associations sur le terrain. Avec l'initiative Marianne, lancée en 2021, elle propose d'accueillir, de former et de soutenir des défenseurs et défenseuses des droits humains venus des 4 coins du monde. Mais la mobilisation ne s'arrête pas là. Face au recul des droits des femmes dans le monde, il faut aussi agir dans les grandes instances internationales. Et la première chose à défendre, ce sont les mots. Car si on ne peut plus nommer un problème, on ne peut plus le combattre. Il y a ce qu'on appelle dans notre jargon diplomatique du langage agréé, c'est-à-dire du langage des expressions, des mots, des concepts qui vont faire droit derrière parce qu'ils sont reconnus par les pays d'année en année, ils sont adoptés dans les textes. Par exemple, une expression, les droits sexuels et reproductifs. C'est une expression qui désigne tous les droits d'une personne, qu'elle soit d'ailleurs un homme ou une femme, le droit à disposer de son corps, globalement, d'avoir une autonomie corporelle, d'avoir une sexualité libre avec la personne qu'elle souhaite, d'avoir une sexualité qui est sûre, mais aussi de décider d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir, de les espacer avec autant d'années qu'on veut, d'utiliser un moyen contraceptif, et aussi le droit d'être éduqué à la sexualité quand on est un enfant, un adolescent. Ça, c'était un terme qui était agréé plus ou moins par tous les pays. Et aujourd'hui, on voit un énorme backlash de pays qui refusent absolument ces termes-là, alors qu'ils font partie de textes et de conventions internationales qui ont été signés et ratifiés par les pays. Donc c'est un vrai retour en arrière. Donc il faut se battre et il faut trouver des coalitions avec d'autres États pour pouvoir maintenir en fait la majorité. Par exemple, en ce moment, depuis quelques années, en Amérique latine, il y a un mouvement très intéressant qui vient de la société civile avec le mouvement Ni Una Menos, le foulard vert, la légalisation de l'avortement en Argentine. Et on a eu plusieurs pays qui ont peu à peu légalisé l'avortement, alors que c'était un sujet bloqué depuis des décennies, et qui vont être de plus en plus progressistes. Donc on travaille par exemple avec la Colombie, l'Uruguay, le Chili, le Mexique, jusqu'à récemment l'Argentine. Et puis d'autres pays aussi sur le continent africain, au Moyen-Orient, en Asie, avec qui on va créer des alliances, des coalitions, et dont on sait qu'ils vont être aussi progressistes dans la défense des droits des femmes et des filles. Et quel avenir vous imaginez pour la diplomatie féministe ? Alors la diplomatie féministe, elle a de beaux jours de combat devant elle. On est vraiment dans des années de lutte pour les raisons dont on a parlé, en raison de ce backlash réactionnaire qui a gagné du terrain et qui est aujourd'hui très populaire. Donc on est malheureusement aujourd'hui plutôt dans la défense de droits qu'on pensait acquis, davantage que dans l'acquisition de nouveaux droits. Mais cela n'empêche pas de continuer à défricher des nouveaux terrains. On a parlé notamment des cyberviolences, aussi de la place des femmes dans les négociations de paix, dans les négociations climatiques, la place des femmes dans l'intelligence artificielle. On en a parlé il y a quelques mois avec le sommet sur l'IA à Paris. Et donc, quelques années de combat aussi, mais c'est un mouvement de balancier. Et j'espère que nous reviendrons dans quelques années à une situation plus facile où nous pourrons continuer à avancer. Je voulais vous demander, est-ce que le champ de la diplomatie féministe est amené à s'élargir, puisque si on aborde la perspective de genre dans sa globalité, il y a aussi toutes les minorités de genre. Donc est-ce que la diplomatie féministe va travailler dans ce sens-là ? Alors nous avons depuis 2022 un ambassadeur pour les droits des personnes LGBT, Jean-Marc Berton,
qui s'occupe de la question donc de la défense des minorités sexuelles et de genre, et notamment qui promeut la dépénalisation de l'homosexualité dans les pays où elle est illégale, qui va également venir en soutien de certaines communautés dans certains pays ou certaines demandes d'asile, etc. Et donc on travaille vraiment main dans la main avec cet ambassadeur. Moi, je m'occupe de la question des droits des femmes et des filles dans le cadre de cette diplomatie féministe. Mais évidemment que lorsque vous regardez ce backlash réactionnaire, on commence à s'attaquer aux droits des femmes et des filles, mais derrière, on s'attaque aux droits des personnes LGBT, aux droits des personnes handicapées, aux droits des personnes réfugiées ou migrantes, aux droits des personnes racisées, etc. etc. Donc, nous considérons que c'est un tout, que nous sommes plusieurs à défendre ces droits dans la maison, au sein du ministère, et nous savons très bien que lorsque une communauté ou une partie de la population est attaquée, bientôt d'autres parties de la population seront également attaquées et leurs droits seront également menacés. La diplomatie féministe ouvre la voie à une diplomatie plus inclusive, où justice et égalité sont au cœur des décisions internationales. Elle montre que pour relever les défis d'aujourd'hui, il faut faire entendre toutes les voix, surtout celles qui ont trop longtemps été ignorées. Mais le monde ne cesse d'évoluer, et avec lui les défis que doivent relever les diplomates. À l'heure où nos vies, nos échanges et nos enjeux se jouent aussi dans le numérique, une nouvelle forme de diplomatie émerge pour définir les règles de ce nouveau terrain de jeu mondial. On l'appelle la cyberdiplomatie, à découvrir dans le prochain épisode.